Si l'on naviguait sur le bassin d'Arcachon avant le XIIe siècle, lorsque les moines du prieuré de Compriant à Biganos faisaient commerce de briques et de tuiles, et que l'on circulait entre les communautés par voie maritime, il faut attendre le XVIIe et puis le XVIIIe siècle pour entendre parler des pinasses. Ces embarcations étaient utilisées principalement pour le ramassage des huîtres alors sauvages et pour la pêche sur le bassin d'Arcachon. En cet endroit si particulier de Gascogne, où l'eau comme une respiration vient féconder les terres maritimes et changer les paysages. Mais c'est au démarrage de l'ostréiculture au début du XIXe siècle que ces bateaux furent produits en nombre. Les chantiers navals se multiplièrent alors. Je suis né à Mestras, dans une famille de constructeurs de pinasses. Puisque ma famille, mes ancêtres, depuis 1800, construisent des pinasses qui s'appelaient autrefois des tioles, tels que le décrit nos livres de contes de la famille. On était très bien, il y avait des rues, mais c'était des chemins où les charrettes passaient. Gujan était agricole, il y a eu la forêt, les pins, les champs de maïs et après la construction navale, qui était une partie toute petite des activités de Gujan. C'était à ce moment-là mon père et mon oncle, les deux frères, qui avaient pris la succession du père, ainsi de suite, et j'allais m'amuser là-bas, au chantier. Pas de chasse, pas de pêche, pas de rugby, rien de tout ça. C'était le chantier et les pinasses, et ça s'arrête là. La forêt usagère de la Teste a reçu son statut très particulier au XVe siècle. Les propriétaires de plus de 4000 hectares de forêt n'avaient pas le droit de tirer profit du bois, mais seulement de la résine produite par les pins maritimes. Le bois, lui, était mis à disposition des habitants des communes de la Teste et de Gujan-Mestras lorsqu'ils souhaitaient construire un bateau ou une cabane. Pendant 2 siècles au moins, on se servait du bois de la forêt usagère. Quand ils faisaient construire leur bateau, je venais choisir dans la forêt les pins. Les chalutiers, les tioles, qu'on appelait après des pinassotes, les pétroleuses, tout ça c'était construit en pin. Il fallait des pins. Pour la sole du bateau, des pins droits, il en fallait environ 2 pins. Et pour les côtés, on recherchait les pins légèrement courbés, ce qui nous aidait à épouser bien la forme du bateau. Voilà un pin qui est idéal pour faire des lames de pont. La courbe est magnifique, on n'a presque pas besoin de les plier, ça prend exactement la forme d'un pont de pinasse. Le pin par lui-même, s'il est coupé en bonne saison, en vieille lune, l'hiver quand la sève ne monte pas, le pin a une durée de vie très très longue, puisqu'on a des bateaux qui naviguent encore et qui ont plus de 60 ans en pin. Alors, il y avait des critères très importants à respecter pour construire une pinasse. Il fallait que le bidon d'essence de 50 litres, appelé une touque, rentre sous le pont, dans la cabine. C'était le premier travail que les ostréiculteurs allaient contrôler, que la touque rentre sous le pont. Et puis après, on a commencé à leur mettre des barres à roues à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parlait de tioles automobiles, parce qu'il y avait un moteur et un volant. Et ces nouvelles générations ont commencé en 1928. Et cette forme-là a fini en 1967. Mais on est parti de la base de cette nouvelle pinasse, qui était, disons, la première pinasse ostréicole moderne.
pour l'État, on a commencé à travailler en 1918. On a fait 6 chaloupes. Après, la Marine nationale a lancé un appel à projet pour un bateau qui pouvait porter 50 personnes. C'est-à-dire que les gros culs, les gros bateaux, les croiseurs et autres restaient en rade quand il n'y avait pas de quai. Et ces bateaux venaient à quai porter les permissionnaires, le canot major. On a proposé notre projet et c'est là que nos pinasses ont été adoptées dans le cahier des charges de la Marine nationale. Pour construire un bateau, on avait une quarantaine de sous-traitants, qui soient forgerons, électriciens, sanitaires, des accastilleurs même, qui venaient nous faire les matelas, les décorations intérieures, les rideaux. On avait une équipe vraiment importante autour de nous. Mon grand-père, Émile Patanchon, il est né à Bordeaux et sa maman l'avait mis dans la rue à 12 ans parce qu'il descendait d'une famille très pauvre et il avait besoin d'aller travailler, donc il avait appris le métier de la forge. En début du siècle, il a rencontré ma grand-mère, ils ont fondé l'atelier Patanchon, mais autrefois, en début du siècle, il n'y avait pas de pinasse à moteur, il n'y avait que des pinasses à voile et on avait surtout 7 usines à sardines dans lesquelles mon grand-père entretenait les chaudières à vapeur. Et ensuite, dans les années 25-30, il est apparu les premiers moteurs marins et là, il s'est occupé de la mécanique navale avec les chantiers du Bourdieu. Ils travaillaient ensemble, ils montaient des moteurs, des lignes d'arbres, des chalutiers, des gros bateaux, des petits, de la plaisance, etc. Le grand-père avait fait un moteur qui s'appelait Émile Patanchon, puisque c'était son prénom. Il a fait un 3 chevaux. Le moteur à essence qui était monté sur des petites pinassottes. Démarrage manuel, démarrage à la main. Et il n'y avait pas de marche avant ni de marche arrière. C'était très simple. Alors ces moteurs, 9 fois sur 10, c'était des monocylindres, marchaient au pétrole. C'est pour ça qu'on appelait les pinasses ostréicoles des pétroleuses, parce que le marché au pétrole. Et c'était la référence des pinasses ostréicoles réservées exclusivement à l'ostréiculture. Monsieur Dubourdieu, c'était un homme exigeant et c'était un homme qui voulait du bon travail. Du bon travail, il avait un regard sur tout, il avait un œil critique sur beaucoup de choses, mais avec le recul du temps, je m'aperçois qu'il avait raison. Parce qu'il aime le travail bien fait, il n'aime pas les bosses ni les trous, il ne faut pas que les vis dépassent, il faut pas que... Voilà, il faut que l'œil soit agréable à regarder un bateau. Voilà, avec des formes arrondies, des formes plaisantes. Une belle pinasse, il faut qu'elle ait une ligne vraiment régulière, pas trop haute devant, pas trop basse derrière. C'est la ligne vue de plat, c'est là qu'on voit une belle pinasse. Il faut qu'elle soit élégante, comme on disait. D'ailleurs, on disait, comment on appelait ça, une danseuse. Parce qu'elle, sans arrêt, elle roulait, elle tanguait, mais elle chavirait, on pourrait se dire jamais ou presque. La pinasse a commencé à diminuer à partir de 1967. On a construit la dernière pinasse ostréicole et on est passé au nouveau bateau chaland en bois. Mais là, il fallait encore des pins beaucoup plus importants, beaucoup plus difficiles à trouver. Alors, il a fallu aller chercher ailleurs dans des propriétés viticoles, surtout, c'est là qu'on trouvait de gros pins. Si le début de l'histoire des pinasses est directement lié à l'ostréiculture et à la pêche, elle va ensuite se mêler à partir de 1930 au tourisme. Des familles de Bordelais et de Parisiens font construire de somptueuses villas et commandent au chantier de grandes pinasses pour se balader en famille,
sur le bassin d'Arcachon. Les bateaux sont un peu plus haut sur l'eau, les cabines parfois plus spacieuses, les moteurs un peu plus puissants et les bois parfois plus nobles. Les messieurs, c'était des gens qui avaient de gros moyens et qui avaient des villas au Pilat. Et leur plaisir, c'était d'avoir leur bateau, leur pinasse mouillée devant leur villa. Mais comme 9 fois sur 10, ça ne les intéressait pas, c'était surtout pour la femme, les enfants et petits-enfants. Alors, ils louaient un marin, qui chaque fois, le marin disait à ses copains, je m'en vais chez monsieur. C'était des petits ostréiculteurs, des petits pêcheurs avec de petits moyens, et ils se faisaient de l'argent en pilotant ces pinasses. Le propriétaire de la pinasse respectait énormément son marin, et c'était le marin qui était le patron à bord. C'était le marin qui décidait le lieu où ils allaient passer la journée. On rencontre toutes sortes de clients qui viennent de très loin, des fois même de pays étrangers, commander leur bateau à Gujan en particulier. C'est ça qui est agréable. J'ai rencontré cette clientèle et c'est vrai qu'il y avait des gens plus qu'intéressants, très intéressants même. On est venu de Suisse me demander de construire la première pinasse en polyester. Un crève-cœur. J'ai mis 2 ans pour dessiner le bateau. Et ce client qui était novateur me dit, bon, la pinasse, ça va très bien, mais pour accoster devant la villa, il faut beaucoup d'eau. Il faudrait me faire un autre bateau. J'ai fait le bateau comme j'ai voulu. On a mis ce bateau à l'eau, on a fait les essais. Et là, on a été subjugué par la vitesse, la tenue de mer. On n'en revenait pas. Et dans la même année, on a eu déjà les premières commandes de Suisse encore, qui sont venus faire reconstruire leur bateau. Un jeune qui veut se lancer, il faut d'abord qu'il soit téméraire. C'est sur le tas qu'on apprend à travailler, il faut rectifier ses erreurs et il faut s'accrocher pour continuer à faire ce genre de bateau et de réparation, parce qu'il y aura bientôt plus personne qui saura réparer ces bateaux. Et ça, c'est grave pour le bassin, qu'on n'ait plus de gens capables de restaurer un bateau typique du bassin. On se retrouve toutes les après-midi au port du canal dans une cabane d'un ostréiculteur à la retraite. On est 5, 6, jusqu'à 10, 12. Ce sont en principe que des anciens ostréiculteurs et les 3/4 sont des anciens clients du chantier. Mais on passe un moment et on refait le monde. Ils ont laissé quelques pains, ils ont fait un bouquet. Le Sénat est ainsi une petite société pas vraiment secrète, mais d'où presque rien ne diffuse. Ces personnages sont unis par une culture commune, liée à l'utilisation de la nature, mais un usage raisonnable, durable. Jean-Pierre est bien de ceux-là. Comme dans d'autres chantiers navals du bassin d'Arcachon,
les 6 générations de Dubourdieu laissent une empreinte raffinée, élégante, en accord avec ce qui se passait tout autour. Ils avaient inscrit discrètement l'épinasse dans le paysage.